Donc oui, groupe 4, atelier 11 et 12 ce matin. Comme je vous ai dit, je suis pas dans mon environnement, je suis pas chez moi, je suis vraiment au camp de vacances. Je suis infirmière bénévole dans un camp. J'espère que vous m'entendez bien. Je ne sais pas si on peut vérifier le son avec tout le monde. Oui, vous m'entendez bien. Il y a encore des gens qui arrivent. Donc, ce matin, on vérifie atelier 11 et 12. Je commence toujours par faire l'exercice. On va commencer par faire l'exercice numéro 11. Puis après, ben, je vais faire l'exercice numéro 12. Puis entre les deux, ben, je vous dirais que je vais vous poser des questions pour voir si vous avez des questions par rapport à l'atelier en général. Vous pourrez poser vos questions là. Ça fonctionne bien en principe. Ben, je vais arrêter la vidéo parce que la connexion n'est pas à 100% toujours bonne vu que je suis dans un camp. Je veux être capable de vous garder toujours. La connexion est verte, donc ça va bien. On est 10. Vous avez dit 10 participants ce matin. Donc voilà. Tout le monde a le crayon activé. Vous pouvez tous écrire présentement. C'est sûr que si vous sortez de l'atelier, vous le savez, hein, vous perdez votre droit d'écrire. Donc, ne gênez-vous pas pour me le redemander. Je m'en vais dans le guide de préparation. Je suis à l'exercice numéro 11. Je vais commencer tout de suite. Avant, je veux juste vous demander si vous avez des questions qui sont pertinentes par rapport à l'atelier numéro 11, qui est l'atelier de périnatalité. Donc, j'aime mieux vous le demander avant si vous avez quelque chose. Sinon, ben, on va partir ça ce matin avec Madame Rouillard, qui est enceinte de 20 semaines. Elle a des habitudes de vie et reçoit de bons soins prénataux. Son médecin l'informe qu'elle aura un suivi prénatal particulier. Elle est considérée comme une grossesse à risque car elle est une primipare âgée de 44 ans. Donc, il lui suggère de subir une amyosynthèse. Donc, question numéro 1. On vous demande 2 complications possibles de cet examen. Je vais vous mettre le tableau blanc puis vous pouvez répondre. Donc, 2 complications possibles de l'amyosynthèse. Qu'est-ce que vous avez répondu? Donc, il y en a plusieurs complications. Puis de là, la question, on vous en demandait 2 possibles. Si je vous conseille vraiment d'aller vers les 2 plus pertinentes selon vous, là. Donc, infection du liquide amniotique, avortement, infection, c'est toutes des bonnes réponses. Risque de toucher le bébé, oui, c'est vrai, Gabrielle, ça peut, l'injection, c'est parce que c'est une aiguille, peut vraiment aller piquer le bébé, c'est un traumatisme au bébé. C'est bien saignement, perte vaginale, infection au site d'insertion du liquide amniotique. Oui. Hémorragie, infection, décollement placentaire, perforation intestinale, déclenchement prématuré du travail, c'est des bonnes réponses. Hémorragie fœto-maternelle consécutive à une perforation du placenta, fausse couche ou accouchement prématuré. Vous avez des bonnes réponses. Dans le corrigé, il y a accouchement prématuré et faible poids du nouveau-né en raison du stress provoqué par la myosynthèse. Il y a de l'hypertension artérielle, retard de croissance intra-utérine, risque d'infection du liquide amniotique, rupture prématurée des membranes, fuite de liquide amniotique, mort fœtale, fausse couche et blessure du fœtus due au geste chirurgical. Voilà pour les réponses. Bravo. Je dirais que c'est pas la meilleure. Laurentide a dit pourquoi retard de croissance? C'est surtout relié au stress, mais c'est pas la meilleure réponse. La meilleure réponse, c'est fausse couche. Infection, c'est les risques les plus grands. Retard de croissance, c'est pas une réponse qui serait dans mes number one, on dirait. Ouais. Retard de croissance, c'est dû au stress relié au geste. Si la personne, elle a des complications,
par rapport à son amyosynthèse. Exemple, s'il y a une infection qui se crée suite à l'amyosynthèse, bien, ça peut amener un retard de croissance. C'est comme par ricochet plus que directement. Ça va? Parfait. Question numéro 2. Dans ce contexte, quelle information est recherchée par cet examen? Remise en deux. Pourquoi donc? Pourquoi donc procédons-nous à une amyosynthèse? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on recherche via cet examen-là? Je vais juste effacer vos réponses. Les tests génétiques. Malformation congénitale, c'est une bonne réponse. Trisomie 21, c'est une excellente réponse. Tout ce qui a trait à la malformation, donc déceler des anomalies chromosomiques ou déceler des anomalies congénitales, qui ne sont pas la même chose. Hein? Il y a les anomalies congénitales et il y a les tests de dépistage pour les anomalies chromosomiques. Donc, la trisomie 21, qui est une anomalie de chromosomes. Exactement, pour voir si le bébé a une malformation comme la trisomie, exactement. Ouais, évaluer la santé fœtale. Oui, en général, je vous dirais que si vous écrivez ça à l'examen de l'ordre, ils vont vous mettre mal. Parce qu'on ne peut pas évaluer la santé de l'enfant in vitro. Tout ce qu'on peut faire, c'est passer des tests de dépistage de maladies chromosomiques ou des anomalies congénitales. OK? C'est vraiment des tests génétiques de sang, comme des prises de sang, mais on analyse le liquide amniotique. On continue. On a la situation clinique numéro 2. On a Mme Kébéry qui a 32 semaines de grossesse, qui est hospitalisée car elle présente les signes de diabète de grossesse. On vous demandait, question 3, nommer 2 complications possibles pour le bébé pour un diabète de grossesse. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous mettre le tableau blanc. Macrosomie, exactement. Hypoglycémie à la naissance, macrosomie, c'est bon. Qu'est-ce que le GAG, Gabriel? Qu'est-ce que c'est le GAG? Peux-tu m'expliquer? Hyperglycémie, polyglobulie. Oui, gros, cela, son âge gestationnel. Est-ce que, je veux pas, est-ce que ton abréviation est acceptée est-ce que selon toi, ton abréviation serait acceptée à l'examen de l'ordre? Oui, fais attention, Gabriel. Hein. Quand vous n'êtes pas sûr d'une abréviation est acceptée ou pas, là, ben, écrivez tout votre nom au complet ou votre réponse au complet. Prenez pas la chance ou le risque ou la malchance plutôt de vous retrouver avec une mauvaise réponse alors que vous savez très bien la réponse. Donc, les réponses, macrosomie, prématurité, hypoglycémie néonatale, ictère néonatal, retard de croissance, hypocalcémie sont les meilleures réponses. Hyperbilirubinémie, c'est un peu l'ictère néonatal laurentide. Ça pourrait être accepté. C'est une complication à la naissance, quand l'enfant est au monde. Ouais. Ça pourrait, je crois qu'il pourrait l'accepter. Mais c'est vraiment l'ictère néonatal. Donc, macrosomie, hypoglycémie néonatale, ictère néonatal, retard de croissance et hypocalcémie. Vous n'utilisez pas beaucoup le tableau blanc, je crois. Hein? C'est pas quelque chose qui est vraiment populaire. Il y a des groupes, oui, des groupes beaucoup moins.
Donc, comme elle est à risque d'un travail préterme, le médecin lui prescrit du glucocorticoïde de 12 mg. Pourquoi Laurentide, une hypocalcémie? C'est à cause des échanges au niveau de in vitro, in utero, un peu comme l'hypoglycémie. Ça peut affecter le taux de calcium dans le sang. Tu pourras peut-être pousser un petit peu plus ta recherche là-dessus. Donc, elle est à risque d'un travail préterme. Le médecin lui a prescrit du glucocorticoïde, 12 mg intramusculaire, une fois par jour pour 2 doses. Donc, lors de son injection, Mme Kébéry vous demande pour quelle raison elle reçoit ce médicament. Gabriel dit pour le développement des poumons. Ben, c'est une bonne réponse parce que s'il y a une naissance prématurée, au moins les poumons vont avoir une certaine maturité. Donc, pour favoriser la maturité pulmonaire, Laurentide, c'est une bonne réponse. Stimule la formation pulmonaire fœtale en favorisant la synthèse du sulfactant. Merci, Catherine, c'est très bien comme réponse. C'est une bonne réponse. C'est des bonnes réponses. Deux jours après son hospitalisation, Mme Kébéry est en travail actif. Un moniteur fœtal est installé ainsi qu'une perfusion de salin.9 à 125 ml/h. Le rythme cardiaque de base du fœtus est de 120 battements par minute. Lors de la rupture spontanée des membranes, le liquide est verdâtre. Quel indice nous donne le liquide amniotique? Choisissez une seule bonne réponse. Qu'est-ce que vous avez écrit? En fait, dans le liquide amniotique, là, c'est pas du pu qu'il y a dans le liquide amniotique, Vincent. Merci. C'est pas du pu, c'est vraiment des selles. Des selles du bébé. C'est le bébé qui a fait des selles dans le méconium. C'est ça, c'est du méconium dans le liquide amniotique qui se retrouve là. C'est pour ça qu'on dit que le liquide amniotique est verdâtre. Mais la réponse, c'est vraiment B, c'est vraiment une souffrance fœtale. Quand le liquide amniotique est verdâtre, ça indique qu'il y a eu des selles, donc du méconium du bébé dans le liquide amniotique, ça indique une souffrance fœtale. C'est un indicateur. Ça ne veut pas dire que c'est à 100% sûr, mais ça peut indiquer qu'il y a une souffrance fœtale. Donc, elle est maintenant dilatée à 7 cm depuis une dizaine de minutes. Le cœur fœtal diminue autour de 80 battements par minute après chaque contraction. Vous demandez à votre patiente de se coucher sur le côté gauche. Quelle est donc sa 13? Pourquoi donc, faisons-nous cette intervention-là? Pourquoi qu'on lui demande de se coucher sur le côté gauche? Geneviève dit, je ne comprends pas car dans le manuel, la présence d'un méconome n'est pas grave. C'est grave à la naissance, non? Geneviève, ça dépend toujours des gens, ça dépend toujours du bébé. Tu sais, c'est sûr que des fois, il y a des femmes qui viennent, qu'il y a des bébés qui viennent au monde qui avaient un petit peu de liquide amniotique qui était verdâtre, mais que le bébé, l'indice d'Apgar est à 100, est à 10 sur 10. C'est un indicateur, ça ne veut pas dire qu'automatiquement le bébé est en souffrance. Mais ça a une indication. C'est justement pour ça, Geneviève. S'il y a une aspiration du méconium, ben là, ça devient encore plus grave. C'est ça. Ce qui est grave, c'est l'effet que le bébé aspire du méconium. Mais s'il y a des selles dans le liquide amniotique, c'est que le bébé est un peu en souffrance. C'est un indicateur. Si le bébé fait des selles dans le liquide amniotique, ça indique une certaine souffrance. Le bébé souffre, donc il peut faire des selles. Le bébé est anxieux, donc il peut faire des selles. Ça peut indiquer une souffrance. Ça ne veut pas dire que le bébé est en souffrance automatiquement. C'est comme un signe. C'est comme les signes vitaux, tu sais. Ça va, Geneviève? Donc, tout le monde a répondu A. Hein, ça va diminuer la pression que l'utérus exerce sur la veine cave inférieure afin d'éviter une rupture. C'est vraiment la bonne réponse, c'était ça.
Donc, j'essaie de rouvrir mon corrigé. Allez voir s'il y a d'autres choses que je peux vous dire. Oui, Geneviève, ben toi, tu dois travailler en obstétrique, hein? C'est pour ça que tu nous dis tout ça, hein? Car les seules procédures qui changent, c'est qu'on ne stimule pas un bébé tant qu'il n'y a pas été aspiré à la naissance. Oui, à la naissance. Puis je comprends qu'est-ce que tu veux nous dire aussi. Mm, mm. Parce que si le liquide amniotique est vert, on va essayer justement de ne pas stimuler le bébé sans qu'il ait été aspiré pour pas qu'il respire justement ce qu'il y a dans la bouche. S'il y a une présence de méconium puis que ça a été s'il y a une présence de liquide amniotique vert, ouais. Je comprends très bien. Puis ça a vraiment un bon lien, merci. Oui, la réponse c'est A. Diminuer la pression que l'utérus exerce sur la veine cave. Inférieure afin d'éviter de réduire le retour veineux au corps maternel et favoriser un bon débit sanguin au fœtus. Effectivement, c'est A. Donc, B était pas bon parce qu'il parle de la veine cave supérieure, alors que c'est la veine cave inférieure qu'on veut soulager. Puis C, ben, c'était pas bon parce qu'on parlait du retour au niveau du cœur. Donc, c'est pas bon comme définition. Puis D, il parlait aussi de la veine cave supérieure, alors c'est la veine cave inférieure qu'on veut soulager. Bravo, mais ça, c'est quelque chose que vous devez retenir à 100%, hein, ces réponses-là. Hein. Vraiment, c'est vraiment des questionnaires importants. Donc, situation clinique numéro 3, on a Madame Tamou qui a subi une césarienne il y a 16 heures sous anesthésie rachidienne. Comme prescription, vous avez entre autres de l'Empracet 30 à 60 mg per os chaque 4 à 6 heures au besoin, de l'acétaminophène 650 mg chaque 4 à 6 heures au besoin. À 8 heures, vous lui administrez de l'Empracet 2 comprimés de 30 mg pour une douleur évaluée à 8 sur 10. Elle vous dit qu'elle est constamment souffrante depuis hier soir, car le médicament qu'on lui a donné n'a jamais soulagé sa douleur. Au FADM, vous remarquez qu'elle a reçu 4 doses d'Empracet 30 à chaque 4 heures. Donc, vous avez votre constat d'évaluation qui est douleur non soulagée. Concernant ce nouveau problème au PTI, qu'est-ce que vous allez écrire comme directive infirmière? Vous avez vu que vous avez des prescriptions? Je vous mets le tableau blanc. Qu'est-ce que vous faites pour l'aider? Qu'est-ce que vous allez faire pour l'aider? En modifiant ou aviser une directive supplémentaire. Donc, Catherine, toi, tu dis administrer l'Empracet 60 mg per os aux 4 heures au besoin. C'est plus que ça, aux 4 heures strictes. Donc, mais pas pour toute la vie, c'est pour 24 heures. Donc, la bonne réponse était administrer l'Empracet 60 chaque 4 heures strictes pour vraiment prendre le dessus sur la douleur, pour l'aider vraiment, pour que l'Empracet soit donné de façon stricte pour être capable de prendre le dessus. Vincent t'a écrit donner Empracet avec acétaminophène en combinaison pour soulager la douleur. Ce qui te demande comme mot, là, c'est vraiment aux 4 heures strictes. Pour vraiment, vraiment prendre le contrôle sur la douleur, il faut vraiment, à ce moment-là, faire une intervention pour vraiment la soulager. Donc, donner la médication stricte aux 4 heures. Vu que c'est en PRN, vous pouvez vous donner la liberté de mettre une directive pour donner la médication aux 4 heures strictes pendant 24 heures. Est-ce qu'on pourrait donner le Tylenol également, co-analgésique régulier pour 24 heures? Si tu écris ça à l'ordre, Kim, je crois que ça serait une bonne réponse aussi. Catherine dit, on ne peut pas combiner Tylenol et Empracet dans ce cas-ci parce qu'on va dépasser la dose de 4 grammes DI. Non, exactement. Kim, si tu décides de donner le Tylenol en même temps que l'Empracet, il faut vraiment que tu calcules ton dosage parce que dans la codéine, il y a toujours 325 mg d'acétaminophène. Donc, il faut que tu fasses ton décompte à la fin de la journée pour ne pas dépasser ton 4 grammes.
Juste ça, faut que tu fasses attention. Exactement. Ouais. Catherine, toi, tu dis que dans l'Ampracep 60, il y a 600 mg d'acétaminophène. Je crois pas. Moi, je pense que dans l'Ampracep 60, il y a quand même 325 mg d'acétaminophène. OK? Donc, administrer l'Ampracep 60 mg chaque 4 heures strictes pour 24 heures, ça serait une bonne réponse. Puis comme infirmière, vous pouvez vraiment vous permettre de mettre une directive de ce type-là. OK? Ne vous gênez pas, surtout quand les douleurs ne sont pas contrôlées. Quand la douleur est difficile à contrôler, vous pouvez vous permettre de faire cette directive-là. OK? Pour prendre le dessus sur la douleur, justement. Ça va? Donc, on parle de Maxime à la situation numéro 4 qui pesait 3080 grammes à la naissance. Ce matin, il pèse 2865 grammes. On vous demandait d'exprimer ou d'expliquer sa perte de poids en pourcentage. Donc, il fallait que vous calculiez le pourcentage. Oui, Catherine, tu me dis, il me semble que c'est 600 parce qu'on donne 2 comprimés. Mais c'est pas pareil. Si tu donnes 2 comprimés de 30, là, tu vas avoir ton 650 mg d'acétaminophène. Mais il y a des comprimés de 60 mg. Dans les comprimés de 60 mg, il y a de codéine. Il y a seulement 325 mg d'acétaminophène. Tu vérifieras ça. OK? Ouais, si tu donnes 2 comprimés de 30, tu te retrouves avec 650 mg d'acétaminophène, effectivement. Mm, tu as raison. Mais dans les comprimés de 60 mg, il y a seulement 325, ce qui est très avantageux pour la patiente. Laurentide, pourquoi 24 heures? Parce qu'il faut que tu évalues ta cliente à tous les jours. Si tu lui donnes 60 mg de codéine, il faut vraiment que tu ailles l'évaluer aux 24 heures même. Tu l'évalues toujours, mais c'est à reviser à tous les jours, cette prescription, cette directive infirmière-là. C'est vraiment important. Tu ne peux pas la laisser 3 jours sans aller réévaluer ta directive. OK? Parce que d'ici 24 heures, je croirais qu'elle va être soulagée. OK? Tu pourrais mettre 12 heures aussi. En autant que ta directive soit bien écrite pour qu'on comprenne. Ça se peut qu'à l'ordre, ils te mettent bien quand même, pourvu que tu mettes un délai. Oui, Gabriel, tu as droit à une calculatrice à l'examen, puis ils vont t'en prêter une. Tu peux pas amener ta calculatrice intelligente, puis tout mettre tes choses dedans, parce qu'il y a des petites calculatrices maintenant qui sont comme des ordinateurs, mais ils vont t'en prêter une à l'examen. À tous les étudiants qui en prêtent une. Ça va donc? Le calcul de perte de poids, est-ce qu'il y en a qui avaient réussi à le faire? Donc, à combien de pourcentage, Maxime? Donc, E, c'était E la bonne réponse. Vous aviez deux possibilités de calcul. Donc, si vous faisiez 3080 grammes égale 100% et 2865 grammes égale combien? C'est la règle de 3. Donc, ça vous donnait 7%. Ou vous faisiez 3080 grammes moins 2865 grammes qui vous donnait 2015 grammes de perdu pour la journée. Mais vous pouviez faire la règle de 3 aussi de cette façon-là. Mais ça, je pense que c'est des choses que vous n'avez pas beaucoup de difficultés, en fait. Hein. Donc, la bonne réponse, c'était ça. Voilà. Situation clinique numéro 5, on a Madame Lee, qui a 31 ans, qui allait son bébé. Vous procédez à l'enseignement sur les bienfaits du lait maternel. Vous lui parlez, entre autres, de l'immunité passive que cela va apporter à son nouveau-né. Elle vous dit donc, si j'allaite mon bébé, je n'aurai pas besoin de le faire vacciner. Qu'est-ce que vous avez répondu à Madame Lee?
que vous avez écrit? Non, car une fois l'allaitement cessé, il n'y a plus d'anticorps. Oui, l'allaitement, elle protège contre certaines maladies, mais pas toutes, hein. Donc, l'allaitement maternel, elle va apporter au bébé une immunité passive par le transfert d'anticorps contenus dans le colostrum seulement pour les maladies dont la mère est protégée. Et ça, pour à peu près 6 mois de vie, hein. Donc, la vaccination amène une immunité active, donc contre les maladies les plus courantes et pour la plupart, amène une immunité à vie. Donc, à part la maladie elle-même, seul le vaccin peut stimuler la formation d'anticorps spécifiques contre le virus de la bactérie responsable de cette maladie. Une alimentation saine aide à combattre les infections et les maladies, mais ne permet pas de les éviter. Bien s'alimenter contribue seulement au bon fonctionnement des mécanismes généraux de défense de l'organisme. L'allaitement maternel procure un certain degré de protection contre nombreuses infections comme le rhume ou l'otisme, mais les nourrissons allaités ne sont pas protégés que partiellement et seulement pour une courte durée contre certaines maladies inévitables ou évitables par la vaccination. Les herbes médicinales, puis l'homéopathie et les vitamines ne remplacent pas non plus les vaccins. Oui. Donc, il faut faire attention à ça. La vaccination, c'est vraiment important. Catherine, tu écris l'immunité acquise par l'allaitement maternel est temporaire et non spécifique. Il est donc important de tout de même la faire vacciner. Exactement. Donc, Laurentide dit allaitement protège les maladies que la mère est protégée seulement. Cela n'est pas à vie. C'est temporaire alors que le vaccin, oui. Le vaccin, c'est presque pour la vie. Il y a des vaccins que ça vous prend des rappels pour stimuler l'immunité. Parfait. Donc, j'espère que vous m'entendez bien parce que des fois, moi, je suis dans un camp, hein. Je suis dans un local. Des fois, il y a des jeunes qui passent, il y a des groupes d'enfants qui passent, des fois, ça chante. Ça, c'est sûr que vous entendez des gens chanter. Fait que, mais ils sont heureux. Donc, on continue avec Madame Lee. Elle vous dit que son amie a utilisé l'allaitement maternel comme moyen contraceptif et elle aussi, elle aimerait utiliser ce moyen car elle ne veut plus prendre la pilule. Expliquez-lui une condition de réussite et les limites de cette forme de contraception. Geneviève me demande, les bébés au PCN, qu'est-ce qu'un PCN? Peut-on leur donner quelque chose pour prévenir la maladie? Les bébés prématurés? Les bébés au biberon? Ben, qu'est-ce qu'on peut donner? On peut pas donner rien pour prévenir la maladie, c'est vraiment la vaccination. Il n'y a pas rien qu'on peut donner à la naissance pour prévenir la maladie chez un bébé qui a un biberon. Ça va être son immunité à lui qui va le protéger quand même parce qu'il arrive au monde avec certains anticorps que sa mère lui a transférés. C'est qu'il va faire lui aussi là, un petit bout. Là. C'est la vaccination à partir de 2 mois qui va prendre le relais. Ça va? Donc, quelles sont les limites de la contraception? Est-ce que vous savez? C'est très strict, hein, l'allaitement, pour que ce soit un moyen contraceptif. Et je vous le dis, je suis en connaissance de cause. Moi, l'allaitement en contraception, ça n'a pas fonctionné pour moi. Donc, je vous préviens de faire très, très attention. Donc, les conditions, il faut que la durée maximale soit de 6 mois. Donc, après 6 mois d'allaitement, il faut vraiment qu'elle prenne un autre moyen contraceptif. L'allaitement doit être exclusif. Donc, pas d'autre chose. Même pas de l'eau. Même pas de l'eau. Il faut qu'il y ait plus que 6 allaitements par jour et aucune menstruation. Donc, l'allaitement doit être exclusif
sans d'autre chose, ni d'aliments, ni d'eau. La durée maximum est de 6 mois. Il faut qu'il y ait 6 allaitements et plus par jour et aucune menstruation. Puis, Geneviève, si tu marques ça dépend de la fréquence, c'est pas une bonne réponse. Il faut qu'il y ait 6 boires et plus par jour. Vraiment, c'est vraiment strict. Donc, puis encore, ce n'est quelque chose qui est fondé dans le fer, parce qu'il peut y avoir quand même une grossesse. Donc, c'est vraiment ces conditions-là qui doivent être respectées à la lettre. L'allaitement doit être continu. Je te dirais que il faudra, si tu écris ça à l'ordre, je crois pas que tu aurais une bonne réponse. Il faut que tu aies des réponses claires. Donc, l'allaitement doit être exclusif, sans aliments et sans eau. C'est une durée minimum ou maximum de 6 mois. Donc, le bébé, aussitôt qu'il passe les 6 mois, il n'est plus protégé. La femme n'est plus protégée. Il faut qu'il y ait 6 aliments, 6 allaitements par jour et plus, et aucune menstruation. Ça va? L'allaitement, je suis pas sûre que c'est un très bon moyen contraceptif. Je vous le dis, là, c'est à faire attention. Après son accouchement, Mme Rodriguez présente de l'édème modéré au périnée et une douleur qu'elle évalue à 6 sur 10. Vous lui administrez de l'Empracep et du Naprosyn tel que prescrit. Question 11. Quelle autre intervention pouvez-vous faire en vue de soulager cette patiente? Nommez-en 2. Qu'est-ce que vous avez écrit? Glace, c'est excellent. De la glace au périnée, c'est bon. Des bains de siège, est-ce que vous mettez de l'eau chaude pour les bains de siège, Kim? Donc, bain de siège, je suis pas sûre qu'une douche vaginale, ça serait bon. Bain de siège, oui. Mais une douche vaginale, je suis pas certaine que ça serait une bonne réponse. Même, ça serait vraiment pas recommandé de donner une douche vaginale. Le bain de siège, oui, c'est bon. Faut pas que l'eau soit trop chaude. L'eau tiède, c'est super, Geneviève, merci. Tiède, c'est bon. L'eau tiède. Donc, la glace, utiliser la douche téléphone, donc pour envoyer sur le périnée, ça peut faire du bien. Tu voulais dire une petite bouteille d'eau. OK, la petite bouteille d'eau. OK. Qu'est-ce que c'est ça? Je voulais dire une petite bouteille d'eau. Mettre une bouteille d'eau ou envoyer de l'eau. Pouvoir asperger l'eau, je crois. OK, mais comme on peut utiliser la douche téléphone pour asperger l'eau, c'est ça? OK. Mais explique ta réponse, Geneviève, parce que moi, je te dis, pour moi, ça serait difficile d'avoir une bonne réponse alors avec ça, parce que là, la correctrice, il faut qu'elle comprenne qu'est-ce que tu veux faire avec cette bouteille-là. OK? Donc, la glace au périnée, utiliser la douche téléphone pour asperger le périnée, mettre un bain de siège, l'eau ne doit pas être chaude, l'eau doit être un peu plus tiède, même un peu plus froid que chaude. C'est sûr que ça sort dans l'eau froide, c'est pas terrible, là. Donc, utiliser de l'eau tiède et utiliser des plantes médicinales qu'on peut mettre en usage interne ou externe pour soigner les troubles veineux comme les hémorroïdes. Ça peut soulager. Puis serrer les fesses lorsqu'elle s'assoit. C'est vraiment excellent. Contracter les muscles du plancher pelvien et fessier avant de s'asseoir, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Donc, je vais arrêter de mettre le tableau blanc. Vous ne l'utilisez pas. Hein. 12 heures après son accouchement, Mme Ali se plaint que ses seins sont très douloureux, même après l'allaitement. Quels moyens prendrez-vous pour corriger cette situation-là? Nommez-en 2. Qu'est-ce que vous avez écrit? Qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager les seins quand ils sont gonflés? Ça fait mal, hein? Donc, on pense qu'elle doit allaiter, hein? Ouais. Donc, elle se plaint que ses seins sont très douloureux, même après l'allaitement. C'est sûr que 12 heures après l'allaitement, il n'y a pas beaucoup de lait maternel parce que la montée laiteuse, elle se fait 48 heures après l'allaitement. Donc, même si on dit de tirer son lait,
C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, c'est plus l'inflammation. Donc, il n'y a pas vraiment de lait. Donc, extraire du lait, ça serait comme pas une bonne réponse. Donc, vérifiez si le bébé prend bien le sein. Ça, c'est important de faire ça parce que des fois, le bébé, il peut téter, mais en brisant le mamelon. Donc, il faut vérifier euh, la prise du bébé au sein. S'assurer aussi que le bébé n'utilise pas le sein comme une tétine d'amusement pour téter, en fait, un peu de façon tout croche. Donc, vérifier la prise au sein du bébé. Conseiller à la mère de mettre de la lanoline sur les mamelons. C'est vraiment, vraiment un excellent médicament qu'on peut appliquer et de laisser les seins à l'air libre aussi, c'est une bonne solution. Mettre une goutte de lait ou de colostrum, mettre une goutte de colostrum sur les seins, c'est une bonne idée de faire ça. Je vous conseille pas de mettre de l'eau chaude sur les seins parce que ça va stimuler les seins, ça va peut-être même augmenter la pression au niveau des seins. Donc, mettre de l'eau tiède, des serviettes tièdes, c'est une meilleure solution qu'aller mettre de l'eau chaude. Je vous le dis, là. L'eau chaude, c'est pas conseillé du tout. Masser les seins pour stimuler la protection lactée, non, c'est pas vraiment une bonne solution de stimuler les seins. C'est en train vraiment de se faire. C'est le procédé normal d'une montée laiteuse qui est en train de commencer tranquillement. Donc, la montée laiteuse, ça se fait 48 heures, hein, pas 24 heures après. OK? Puis là, on est 12 heures. Donc, mettre une goutte de colostrum sur les seins, mettre les seins à l'air, vérifier la prise du bébé au sein. Parce que ça peut être juste la prise. Donc, on a la situation clinique numéro 8. On a Mme Dieudonné qui a accouché de façon vaginale aujourd'hui à 15 heures, 9 semaines avant sa date prévue de son accouchement. Vous remarquez les données suivantes dans son dossier. Son utérus est à 0,0. Les lochies sont sérosanguignolantes en quantité normale. Les signes vitaux sont normaux. Donc, la question 13, quel constat devez-vous inscrire au PTU face à ces données? Qu'est-ce que vous allez écrire? Première chose à faire. Première chose à écrire dans un PTI, c'est une dame qui vient d'accoucher. Qu'est-ce que vous allez écrire? Donc, accouchement prématuré, mais il manque une information. Si vous arrivez, vous autres, là, dans votre congé, puis là, vous ouvrez le PTI de la madame, là, puis c'est écrit accouchement prématuré, mais vous allez demander une question. Fait que ça veut dire que c'est pas clair. Accouchement prématuré à 31 semaines de grossesse, c'est une bonne réponse. Accouchement prématuré ou accouchement vaginal prématuré à 31 semaines de grossesse, c'est une réponse complète. Donc, c'était la bonne réponse. Accouchement vaginal à 31 semaines. Le lendemain, vous remarquez que Mme Dieudonné a le teint pâle et elle se plaint d'une grande fatigue. En vérifiant le résultat de la formule sanguine complète, vous notez que son hémoglobine est à 84. Ses lochies sont sérosanguignolantes en quantité normale. Madame Dieudonné a reçu son congé et quitte cet après-midi. Donc, concernant son nouveau problème, qu'est-ce que vous allez écrire au PTI? Il vous demandait une directive infirmière afin d'assurer le suivi clinique de votre patiente. Qu'est-ce que vous allez écrire? Ça, c'est quelque chose que vous devriez être capable de bien répondre, selon moi, là. Ça s'en va, là, chez elle. Qu'est-ce que vous avez écrit? Vous pouvez écrire
plusieurs choses, en fait. Vous pouvez lui conseiller d'aller voir une diététicienne, vous pouvez la référer à une diététicienne, ou vous pouvez faire de l'enseignement sur les aliments riches en fer à consommer à la maison. Donc, elle n'est pas en déficit, là, tant que ça. Oui, son hémoglobine est basse, mais la chose principale que vous devez faire, c'est vraiment lui enseigner quels aliments qu'elle doit consommer à la maison qui sont riches en fer, justement. Vous auriez pu aussi écrire, faire une consultation nutritionniste, ça aurait été bon aussi. Il faut vraiment qu'elle, tout de suite, elle soit capable de bien manger et bien se nourrir. Donc, consommation d'aliments riches en fer, c'était la meilleure réponse. Parce que le soir même, elle peut consommer du fer chez elle. Hein? Vous recevez en postpartum, à situation clinique numéro 9, Mme Fanny Venn, qui a 15 ans, qui a accouché vaginalement d'un premier bébé il y a 1 heure. La grossesse n'était pas prévue. La question 5, c'était mentionner 4 paramètres différents de surveillance prioritaire de l'état physique de cette cliente pour les premières heures. Qu'est-ce que vous avez écrit? La surveillance, qu'est-ce qu'on va faire comme surveillance? Est-ce qu'on va faire différent parce qu'elle a 15 ans? La surveillance postpartum, c'est quoi? Donc, on va faire quoi? On va vérifier son fond utérin, effectivement. On va prendre ces signes vitaux, hein? Pouls, respiration, saturation. On va vérifier les lochies, les pertes, donc la quantité, la coloration. On va vérifier son périnée. On va vérifier la plaie, la propreté. On va vérifier son utérus, la fermeté et s'il est centré. Puis on va évaluer la douleur de cette cliente-là. Donc, surveillance des lochies, fond utérin, évaluer s'il y a une formation d'édème, périnatale, ces signes vitaux. Son état psychologique n'est pas vraiment prioritaire, Laurentide, là. Ce qui est plus prioritaire, en fait, parce qu'ils nous ont pas dit qu'elle était en détresse pour l'instant. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment ta surveillance postpartum qui est important. Et Vincent, merci Vincent, tu dis la surveillance physique, donc c'est vraiment spécifié. Donc, l'état physique, si tu parles de son état mental, ils vont te mettre vraiment mal. Donc voilà, vous avez des bonnes réponses. Lors de ces soins, vous remarquez un problème d'attachement au nouveau-né. Vous décidez donc d'intervenir afin de favoriser le lien mère-enfant. On vous demandait de nommer une intervention possible face à ce problème. Choisissez une seule réponse. Donc, la réponse, c'est de faire des rapprochements. Hein? Favoriser les contacts peau à peau, c'est vraiment la meilleure réponse. Donc, la réponse était C. La meilleure réponse, c'était C. Vous savez, hein, les choix de réponse, il faut que vous choisissez la meilleure parce que des fois, vous allez vous rendre compte que les choix de réponse sont tous bons. Hein? À ce moment-là, il faut que vous choisissez la meilleure réponse. Madame Samuel, qui est enceinte de 30 semaines, est hospitalisée pour une thrombophlébite. À la question 17, lors de l'examen physique, nommez un signe que vous devez surveiller en regard des complications possibles. Choisissez une seule bonne réponse. Qu'est-ce que vous avez écrit? La réponse, c'était vraiment B, hein? C'est la dyspnée. Il faut qu'on surveille à cause que du risque d'embolie pulmonaire. Le caillot, il peut monter dans ses poumons. Donc, c'était la dyspnée. La réponse, c'était B. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Vous travaillez au CLSC et vous vous rendez visite à Evelyne, qui a 17 ans, qui a accouché d'un premier bébé il y a 3 semaines. Elle vous dit qu'elle se sent très fatiguée et qu'elle a de la difficulté à dormir. Elle mange peu et dit
que de s'occuper d'un bébé, c'est très difficile, car elle ne reçoit aucune aide de personne, même pas du père du bébé. Donc, quelle est votre hypothèse de problème? Ce serait quoi son problème pour cette jeune fille-là? Donc, vous pourriez écrire quoi sur son PTI comme problème de départ? Baby Blue, je vous conseille vraiment d'utiliser des termes français, là. Ça pourrait faire une dépression postpartum. Est-ce que ça se peut, ça? Elle a des signes, hein? Elle a des signes. Baby Blue, là, je vous conseille pas d'utiliser ça. C'est pas les termes qui sont écrits dans vos livres tant que ça. Donc, elle a des signes de dépression postpartum. Vraiment, vraiment. On dit signe de dépression. On ne sait pas si elle est en dépression profonde, mais elle a des signes. Ce que vous voyez, vous autres, c'est souvent les signes. Pour poser un diagnostic, il faut que vous soyez médecin. OK? Quand le diagnostic va être posé par le médecin, alors vous allez pouvoir écrire sur son PTI dépression. Mais pour l'instant, vous avez des signes de dépression. Ça serait quoi votre intervention prioritaire face à cette cliente-là? Là? Vous voyez, là, vous travaillez pour le CLSC, vous êtes chez elle, hein, avec son bébé qui a 3 semaines. Elle mange pas beaucoup. Elle trouve ça difficile de s'occuper de son bébé car elle reçoit aucune aide de personne, même pas du père du bébé. Ça serait quoi vos interventions par rapport à cette madame-là? C'est une jeune fille, hein? Explorer l'aide qu'elle peut avoir dans son entourage pour ses habitudes de vie quotidienne. Oui, c'est une bonne réponse. Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que oui, vous pouvez la référer partout, là, partout. Mais vous autres, vous, comme infirmière, qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, je vous conseille vraiment de la référer à son médecin pour avoir un traitement, peut-être, au niveau médicament. Donc, référer au médecin pour un traitement médicamenteux, c'est une bonne réponse. Faire de l'écoute active, hein, la laisser parler de ses sentiments, l'encourager. La référer pour l'aide pour des AVD, c'est une excellente réponse. Faire de l'écoute active, comme vous, infirmière, puis poursuivre le suivi. Comme infirmière, vous allez devoir continuer son suivi avec elle, puis lui procurer de l'aide externe, mais l'envoyer voir son médecin. Donc, l'aider aussi à consulter son médecin. Je suis pas sûre que pour l'instant, l'encourager, elle dit qu'elle n'a pas de soutien. Donc, oui, après qu'elle va aller mieux un peu dans la maison, vous allez pouvoir l'encourager à sortir. Mais si vous dites, sors, va voir tes amis, mais elle n'a pas de gardienne, puis elle n'a pas d'argent, ben, ça va être difficile. Donc, il faut mettre des choses en place avant de lui dire de sortir avec ses amis. Donc, faire du soutien émotif, donc, lui permettre de verbaliser, de l'aider tout de suite à avoir de l'aide au niveau de la maison, euh, puis la référer à son médecin. Puis après ça, peut-être lui dire de sortir puis d'aller jouer au quai, là, mais je suis pas certaine que ça va lui tenter d'aller jouer au quai. Donc, la situation clinique numéro 12, on parle de bébé Lorenz qui est né à 33 semaines de grossesse, qui présente des marques de forceps sur les joues et une petite bosse sérosanguine. Sa peau est sèche et une coloration jaune. La bilirubine sanguine est élevée. Le médecin demande de mettre le bébé sous photothérapie et d'allaiter aux 3 heures strictes. Donc, nommer 2 facteurs qui ont contribué. Oh, j'ai sauté une réponse. Ben, c'est la même chose, le blues. Le blues postpartum, puis la dépression postpartum, c'est sensiblement la même chose. Je te dirais que le blues, c'est peut-être moins profond que la dépression. Le blues, c'est beaucoup hormonal. Ça passe. Ça peut durer 1, 2 journées. La personne est plus émotive.
Puis ça passe. Mais la dépression, c'est s'enfoncer encore plus. Si le blues, la personne, elle n'a pas de soutien, puis on dit blues en guillemets, là, ben, elle va s'en aller vers, elle risque de s'en aller vers une dépression. Elle risque. 2 semaines, il faut pas donner trop de limites. Si tu dis le blues, ça dure 2 semaines, mais si ça fait 2 semaines et demie, tu es en dépression. Je suis pas sûre que tu peux être en dépression en partant. Parce qu'il y a des femmes qui font pas de blues postpartum qui ne font pas de dépression. Il y en a qui ont jamais vécu ça. Donc, si le blues dure 3 jours, 4 jours, puis que c'est réglé, c'est à évaluer, là. Moi, je me risquerais pas quand même, Geneviève, à mettre 2 semaines fixes, puis après, c'est automatiquement une dépression, parce qu'après, ça peut être même une psychose postpartum. Et ça, c'est une autre histoire, la psychose. Moi, je travaille en psychiatrie, je vous l'ai dit, je sais pas si vous vous rappelez, là, mais j'ai vu beaucoup de femmes en psychose postpartum. J'en ai vu une qui est restée 4 mois à l'hôpital. Ça, c'est pas évident pour la famille et le bébé, hein. C'est pas facile, les psychoses. Donc, on est mieux d'aider une patiente à domicile avec ses signes de dépression que se ramasser plus tard avec une psychose, hein. Donc, Vincent, oui, tu nous remets les pendules à l'heure. Effectivement, nommer 2 facteurs qui ont contribué à l'hyperbilirubiémie chez ce nouveau-né, c'est vraiment sa prématurité. La prématurité, c'est vraiment un gros facteur. Puis il y a aussi sa grosse bosse sérosanguinolente sur la tête, qui sont un tapon de globules rouges qui sont là, qui sont morts, qui sont emprisonnés et qui se décomposent, qui va créer la bilirubine, le déchet des globules rouges. Donc, soyez pas trop longue dans vos réponses. Catherine, tu dis prématurité, c'est bon? Allaitement, qui est une déshydratation. Exactement. Merci, Catherine. Tes réponses sont très bonnes. L'allaitement, c'est un facteur de risque de faire la bilirubine parce que l'allaitement, les jeunes bébés de ce type-là ne boivent pas beaucoup, donc sont déshydratés souvent. La déshydratation apporte une augmentation de la bilirubine. Pour éliminer la bilirubine, il faut que le bébé s'hydrate. Puis ça s'élimine via les selles, la bilirubine. Ça va? Question 20. Expliquez à la mère pourquoi elle doit nourrir son bébé aux 3 heures et non seulement à la demande. Choisissez une bonne réponse. Qu'est-ce que vous avez écrit? Oui, c'est A, la bonne réponse. Ouais, c'est A. Bravo. La mère vous demande si elle peut mettre de la crème, hydratante, hypoallergène sur la peau de son bébé. Donc, que répondez-vous et pourquoi? La réponse était C. Il faut savoir qu'il faut qu'on met les bébés prématurés qui ont la bilirubine élevée sous des lampes. Donc, il faut faire très attention parce que si on met de la crème hydratante, on risque une brûlure liée à la photothérapie. Donc, la réponse est C, c'est non, car il y a un risque de brûlure. OK, donc, moi, j'aurais une question supplémentaire pour vous, qui était là avant, mais qui ne fait plus partie à la maison. Si la patiente voudrait continuer une espèce de photothérapie, à quel endroit elle pourrait mettre son bébé dans la maison? Y a-t-il un moyen? À la maison, est-ce qu'il y a à la lumière du jour, merci, proche d'une fenêtre, à la lumière du jour, c'est une photothérapie naturelle qu'elle peut poursuivre à la maison. Dites pas à la madame de mettre son bébé au soleil toute l'avant-midi, là, parce que là, c'est pas une bonne intervention. Mais mettre le bébé en avant d'une fenêtre, à l'abri du soleil, bien sûr, c'est une photothérapie naturelle. Bravo, merci. Donc, on est rendu à l'atelier numéro 12. Ce n'est plus valide selon les nouvelles normes. Toi, Geneviève, tu as pris tes normes à quel endroit, Geneviève? Est-ce que c'est parce que tu travailles en périnatalité, puis on dit ça dans votre centre, c'est ça? Oui, c'est dans ton centre qu'ils ont dit ça?
C'est sûr que l'idéal, c'est la photothérapie à l'hôpital. C'est ce qui est idéal. Ça permet vraiment d'éliminer la bilirubine. C'est sûr qu'à la maison, c'est un peu de l'homéopathie. C'est un moyen plus naturel qui va être beaucoup moins performant qu'une lampe à photothérapie, c'est sûr. Selon les normes, peut-être qu'ils disent que c'est pas assez euh, fort. Je te dirais que naturellement, ça peut être un moyen pour aider. Ça peut être un moyen pour aider quand même. Mm. Donc, on est rendu à l'atelier numéro 12. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la périnatalité? Puis, est-ce que vous voulez prendre une pause de 5 minutes pour aller aux toilettes et revenir? Ouais. Donc, on va prendre une pause de 5 minutes. Donc, ben, je vous dirais plus que 5 parce que moi, je suis dans un camp, donc j'ai pas accès à une toilette. En tout cas, je vous dirai pas des détails. Je fasse une petite marche, en fait, pour aller aux toilettes. Donc, je vais faire ma petite marche, puis on se redonne rendez-vous. Il est 56, moi, sur mon ordinateur. Est-ce qu'à E5, ça serait une bonne 11h05, est-ce qu'on se redonne rendez-vous pour l'atelier de pédiatrie? Bon, regardez, 11h05, on revient tous à notre poste pour faire l'atelier de pédiatrie. Ça va? Donc, à tantôt!
Donc voilà, je suis de retour. On va faire l'exercice de l'atelier numéro 12 pour l'atelier de pédiatrie. J'espère que vous êtes toutes revenus. En partant, je vous pose tout de suite la question. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je pose des questions pour savoir si vous avez des questions par rapport à l'atelier numéro 12. Ou bien, on fait comme tantôt, on va faire l'atelier, puis si vous avez des questions, là, ne vous gênez pas. Ça va? Donc, atelier de pédiatrie, qui est l'atelier pour les enfants. Hein. Donc, principal problème chez les jeunes enfants, c'est la bronchiolite. C'est le problème principal chez les enfants. Quand un enfant est hospitalisé, c'est souvent à cause des bronchiolites. Donc, situation de clinique numéro 1, on a Mathieu qui a 2 mois et demi, qui est nouvellement hospitalisé sur votre unité pour une bronchiolite sévère. À l'admission, ses signes vitaux sont un battement cardiaque à 168, une respiration à 54, une tension artérielle à 98 sur 62, saturation à 94 à l'air ambiant. Et sa température est à 39,5 rectal. Son poids est à 4,2 kg. Donc, le médecin a prescrit du pédiaprède 10 mg BID, du Ventolin 0.2, du Flovent 125, de l'acétaminophène péros ou intrarectal, de l'oxygène pour maintenir une saturation égale ou supérieure à 94. Donc, on vous demandait question 1, quelles données prioritaires supplémentaires devez-vous recueillir afin de compléter l'évaluation à l'admission? Nommez-en 4. Je vais remettre le tableau blanc parce que tantôt, il y avait des gens qui n'avaient pas accès au crayon puis ne l'avaient pas dit. Donc, 4 données supplémentaires que vous devez recueillir pour ce jeune enfant-là. Puis on parle d'auscultation. On va ausculter quoi exactement? N'oubliez pas, là, vous devez être spécifique. Là. Vous n'ausculterez pas les oreilles nécessairement, hein, ni les pieds. Donc, allez-y avec votre auscultation que vous feriez. Moi, je m'en vais chercher mon corrigé dans mon ordinateur. Donc, plusieurs choses à faire. Vos respiratoires, surtout parce que vous n'avez pas beaucoup de données respiratoires. Il arrive à l'hôpital, cet enfant-là, ce bébé-là arrive à l'hôpital. Est-ce que c'est important que vous sachiez à quelle heure sa mère lui a donné ses dernières acétaminophènes? Si vous parlez d'auscultation, il faut vraiment que vous parlez d'auscultation pulmonaire. Il faut que vous fassiez l'évaluation de la respiration. Donc, c'est ce qui est le plus important. Est-ce qu'il y a des battements des ailes du nez? Est-ce qu'il y a une présence de bruit respiratoire? Lesquels? Est-ce que c'est du wheezing, des râles? Est-ce qu'il y a de la cyanose au niveau péribuccal, au niveau des doigts? Est-ce que le rythme respiratoire est de quelle façon faire la description du rythme respiratoire, l'amplitude respiratoire? Est-ce qu'il y a du tirage? Est-ce que le tirage est intercostal, sous-costal? Est-ce qu'il y a de la toux? Est-ce que c'est une toux sèche, grasse? Est-ce qu'il y a des sécrétions? La quantité, la coloration. Donc, beaucoup de choses. Où est le crayon? Le crayon, c'est ta capacité à écrire, Laurentine. Est-ce que tu es capable d'écrire sur le tableau blanc? Parce que ton crayon, moi, c'est moi qui l'active. Je coche pour que tu puisses écrire. Est-ce que tu peux écrire sur le tableau blanc? Parce que moi, ton autorisation d'écrire est valide, là. Moi, je t'ai donné l'autorisation. OK, mais tu peux écrire dans dans la messagerie, ta réponse, il n'y a aucune. Oui, c'est le T. OK, je comprends. Oui. Tu vas sur ta barre en bas, tu appuies sur le T. Donc, avec cette donnée-là, là, si tu appuies sur le T, tu peux sélectionner le T pour texte, puis après, tu vas sur ton tableau et tu peux écrire.
avec la couleur que tu veux. Donc, l'évaluation pulmonaire, c'est la principale évaluation que vous devez faire. Donc, l'auscultation, le rythme respiratoire, l'amplitude, s'il y a du tirage, à quel endroit, s'il y a de la toux, est-ce qu'il y a des sécrétions, quelle couleur que c'est. Donc, toi, tu t'es sélectionné un tableau. Donc, Laurentine, tu n'es pas obligé de sélectionner un tableau parce que le tableau, il est comme à toi, puis tu prends beaucoup de place, mais c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Geneviève, le battement des ailes du nez, c'est jusqu'à quel âge? Je te dirais que c'est variable par rapport à, à- à la maturité de l'enfant, là, mais ça peut quand même aller jusqu'à, bon, ouais, je me risque-tu à dire un chiffre? C'est souvent en bas d'un an. Là. En bas d'un an. Au-delà de ça, l'enfant est plus grand, ça ne le fait pas nécessairement. Ça va souvent selon le poids, la déshydratation. Mais quand un enfant a des battements des ailes du nez, c'est vraiment qu'une souffrance respiratoire. S'il y a des allergies, si on n'a pas cette donnée-là, oui, ça serait peut-être important de le savoir euh, pour pas donner quelque chose que l'enfant est allergique. C'est une bonne réponse. S'il y a une utilisation des muscles accessoires, c'est bon. Battement des ailes du nez, merci pour la réponse en bleu. Voilà. Grosse question en partant à l'atelier 12, hein? Mais l'évaluation respiratoire, là, c'est vraiment important dans vos situations. Quand vous voyez la personne elle a des problèmes respiratoires, complétez avec votre réponse de poursuivre l'évaluation respiratoire. Donc, question numéro 2. Sachant que le protocole d'acétaminophène est administré 15 mg par kilo par dose maximum, 5 doses par jour, et que la présentation orale d'acétaminophène est de 80 mg par millilitre, calculez la dose en millilitres. Qu'est-ce que vous avez écrit en millilitres? Donc, vous avez pris 15 mg multiplié par 4,2 parce que lui, il pèse 4,2 kg. Donc, ça vous donne 63 mg par dose. Donc, vous avez pris votre 63 mg, vous l'avez multiplié par 1, vous avez divisé par 80 mg parce que 80 mg par dose, par millilitre. Donc, ça devrait vous donner 0,7879. Donc, soit vous avez écrit 0,78 ou 0,79, c'était la bonne réponse. OK? 0,7, c'est pas assez précis parce que les doses pédiatriques sont vraiment importantes. Il faut que vous soyez le plus proche du chiffre. Donc, 0,78 ou 0,79 était la bonne réponse. 0,7, il va y en manquer un peu. Donc, 0,78 ou 0,77 étaient les bonnes réponses. 0,78, 0,79. OK? Les traitements ont commencé dès l'arrivée à l'urgence et se poursuivent sur votre unité. La mère de Mathieu vous dit, je trouve que Mathieu est très agité. Croyez-vous que c'est normal? Qu'est-ce que vous avez répondu? Que vous lui répondez-vous? Oui, c'est probablement possible à cause de l'effet du pédiaprède. Donc, B, oui, c'est possiblement un effet secondaire du Ventolin. C, c'est possiblement un effet secondaire du Flovent. Ou D, c'est possiblement relié à son âge. Mais la réponse, c'est vraiment B. Hein. Il faut que vous sachiez que le Ventolin, le principal effet secondaire, c'est l'agitation. Surtout qu'on donne 2 puffs et plus, si les gens ils deviennent un peu plus des enfants, les personnes âgées, les adultes deviennent un peu plus agités parce qu'il y a de la tachycardie qui se crée. Donc, le rythme cardiaque augmente. Donc, il y a plus d'agitation. Question 4. À son départ, le médecin prescrit du Ventolin 2 puffs, PRN et un Flovent, une puff, une fois par jour. Donc, quelle suggestion ferez-vous à la mère de Mathieu afin de maximiser les effets de sa médication lorsqu'elle administre les 2 médicaments en même temps? Quelle recommandation vous pouvez donner? Attendre 5 minutes entre les médicaments. Voilà. Une autre recommandation que vous pouvez faire?
Lequel des 2 médicaments faut donner en premier? C'est important de dire ça à la mère. Le Ventolin doit être donné en premier, puis le Flovent par la suite. Faut attendre entre les 2 médicaments 5 minutes et entre les 2 puffs de Ventolin, c'est 1 minute. Voilà, j'ai des bonnes réponses. Merci. On a la situation clinique numéro 2. Donc, on reçoit Lonzer, qui a 4 ans, de retour à la salle d'opération suite à une réduction de la fracture et à l'installation de plâtre à sa jambe droite. Sa mère vous dit qu'il s'est fracturé la jambe suite à une chute de vélo. Au retour de la salle d'opération, quelle surveillance particulière devez-vous faire au regard de la jambe de Lonzer? Nommez 2 réponses. Signe neurovasculaire de la jambe droite. Merci beaucoup. C'est une bonne réponse. Et aussi, vous devez vérifier la douleur. La douleur. CCMS de l'extrémité du membre. Présence de douleur au site de la fracture. Oui, c'est des bonnes réponses. Donc, la douleur puis l'évaluation au niveau du membre. Donc, le pied, il y a un plâtre. Donc, il faut qu'on évalue sa jambe. S'il y a un signe du syndrome compartimental, oui, c'est une bonne réponse, Gabriel. Effectivement. Ça peut être très serré, le plâtre. Donc, il faut continuer à évaluer. Donc, la douleur, puis évaluation des signes neuro. La mère de Lonzer vous demande s'il y a des risques au fait que son enfant demeure immobilisé au lit pendant quelques semaines. À part les risques de s'ennuyer, mentionnez-lui 2 autres risques possibles. Qu'est-ce que vous avez écrit? Les risques de formation de caillots à cet âge-là sont pas tant importants à écrire que ça. Le risque de constipation est plus important que le risque de thrombophlébite en pédiatrie. C'est très, très rare. C'est pas un risque il est trop minime pour en tenir compte. Les principaux risques, c'est vraiment le risque d'intégrité de la peau, donc de faire une plaie, le risque de constiper et de faire de la rétention urinaire. C'est les 3 principaux risques. Il y a la télestésie qui est là, mais le risque de l'intégrité de la peau, c'est un des principaux risques, puis les constipations. C'est les plus populaires. Mais la phlébite n'est pas un risque pour un enfant en pédiatrie. Après le départ de la mère de Lonzer, son père prend la relève. En cours de discussion, il vous dit que son fils tombe souvent. Il a déjà eu 2 fractures dans les 6 derniers mois suite à des chutes. Depuis, il vous dit, s'il regardait où il marche aussi, il ne serait pas tombé en bas des escaliers. Vous soupçonnez que Lonzer soit victime de violence. Donc, face à ce nouveau constat à la question 7, vous avez inscrit au PTI de la violence probable. Quelle directive allez-vous écrire? Faire un signalement au centre jeunesse. Hein? Ouais. Vous allez signaler la situation au centre jeunesse. Parce que là, ils auront 2 versions différentes. Donc, orienter vers une travailleuse sociale. Peut-être l'orientation au travailleuse sociale. Surveiller interaction parents-enfants. Vous pourriez faire les 2, mais je vous dirais que l'orientation vers une travailleuse sociale ou l'assistance infirmière-chef ou le médecin serait une bonne intervention. Il faut que vous le dites que vous avez entendu ça. Je te dirais que Barbara, l'enfant, il est jeune, là, hein. C'est que il faut. C'est pas l'enfant qui va décider ça, là. Tu sais, il a quel âge cet enfant-là dont on revient un petit peu là, il a 4 ans. Vous pouvez surveiller les interactions, mais il faut vraiment que vous aidiez cette famille-là ou réévaluer la famille. Parce qu'il y a 2 versions différentes.
Si vous dites par infirmière, Geneviève, ça exclut l'infirmière auxiliaire. Si tu dis par infirmière, j'ai juste l'infirmière qui va pouvoir le faire. Si tu ne spécifies pas, ça va être les deux qui vont pouvoir le faire. Non, tu n'avertis pas la famille quand tu signales au centre jeunesse. Tu n'avertis pas la famille. Tu ne le diras pas à l'enfant non plus. Il y a 4 ans, là, il va se sentir complètement coupable. Ce que tu peux écrire au PTI, c'est signaler à une travailleuse sociale pour assurer un suivi. Elle, en centre hospitalier, souvent, on va mettre une travailleuse sociale du centre, puis elle va évaluer. Puis c'est elle, souvent, qui va signaler. OK? Si vous n'avez pas de travailleuse sociale, que vous travaillez dans le Nord, ben là, il faut voir que vous signalez au centre jeunesse cette situation-là. Puis de signaler, c'est pas d'enlever l'enfant du milieu familial, là. C'est pas ça. Ils vont procéder à une évaluation du milieu. Puis vous allez continuer à noter toujours les interactions parents-enfants. Donc, votre deuxième directive, si vous auriez à en écrire une autre, ça serait de noter les interactions entre les parents et l'enfant. Les premières interventions, c'est faire une consultation ou aviser une travailleuse sociale pour qu'elle puisse prendre en charge l'enfant. OK? Ou le médecin. Ou le médecin. C'est important. On fait pas ça pour faire du trouble. On fait ça pour aider la famille. Puis maintenant, la centre jeunesse, il aide la famille. Il n'enlève pas les enfants nécessairement. Là. Ça va? Donc, on a la situation du clinique numéro 3. Mohamed, 8 ans, qui est admis pour une déshydratation modérée ou moyenne à une gastro-entérite. Il a commencé à vomir il y a 4 jours. Il a des selles liquides et verdâtres 1 à 3 fois l'heure. À l'examen physique, on observe qu'un teint pâle, les yeux enfoncés. La densité urinaire est à 1032. Son poids à la mission est de 25 kg. Ses signes vitaux sont un pouls à 104, une respiration à 24, une tension artérielle à 80 sur 56, une température à 37. 8 rectale, une saturation à 98. Donc, quelles sont les données dans la situation indiquée? 2 autres signes qui vous indiqueraient que votre patient est déshydraté. Il a 8 ans. Il a 8 ans. N'oubliez pas, les frontanelles à 8 ans, là, je ne sais pas si vous allez les voir assez. Premier signe d'une déshydratation, l'enfant il va toujours avoir des urines foncées. Que ce soit un enfant, un adulte, c'est toujours pareil. Les urines sont foncées, ils ne sentent pas bon. Il y a aussi une irritabilité, il y a les muqueuses sèches. Donc, puis l'enfant, il n'ira pas aux toilettes. Il y a une diminution de la turgescence de la peau. Voilà, la peau ne reprendra pas nécessairement sa place. Séchage des muqueuses, c'est bon. Il y a une irritabilité. Oui, l'enfant va être fatigué, irritable. Il va avoir des muqueuses sèches. Oui. Barbara, tu dis léthargie, sécheresse des muqueuses, c'est une bonne réponse. Frontanelle bombée, je l'accepterais pas parce que ça, c'est surtout chez les enfants que la frontanelle peut se modifier. Chez les bébés, pas chez les enfants de 8 ans. Pli cutané, lèvres sèches. Oui, c'est un bon signe. Ce pli cutané qui ne revient pas, en fait, c'est plus, on appelle ça la turgescence de la peau. C'est une bonne réponse. Absence de larmes lors des pleurs, sécheresse des muqueuses, persistance du pli cutané, c'est bon. Remplissage capillaire supérieur à 2,5, oui, mais l'urine foncée, c'est votre meilleure réponse que vous n'auriez pas pu, puis turgescence de la peau. C'est quelque chose que vous pouvez voir facilement. Irritabilité aussi. Les notes d'évolution sont les suivantes 24 heures après l'admission. Effet sécurité, hématocrite, puis vous avez un bilan ingesteur excréta.
La prescription médicale indique cessez de soluté si ingesta péros bien toléré. Le soluté de Mohamed est infiltré. Est-ce que vous le réinstallez? Geneviève me dit, est-ce que la même chose que l'urine foncée? Mais il y avait déjà densité urinaire. Oui, mais c'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. Oui, ça concerne l'urine, mais c'est pas la même chose. C'est la couleur. Est-ce que vous allez réinstaller le soluté? Oui ou non? Oui, pourquoi? Donc, A, B, C, D, c'est quoi votre réponse? Il y a deux oui puis il y a deux non. Est-ce que vous avez eu les résultats de ces prises de sang? Est-ce que ces prises de sang sont normales, les résultats? Son hématocrit est encore élevé. Donc, il est encore déshydraté. Est-ce qu'il a bu assez? Est-ce que la bonne réponse, ça serait oui. Il faut que vous le réinstallez parce que la densité urinaire et l'hématocrit sont toujours élevés. Donc, il faut toujours y aller souvent, les enfants, avec les résultats de laboratoire. Donc, il faut vraiment le réinstaller parce que son bilan sanguin n'est pas encore optimal. Donc, avec nos résultats qu'on a, c'est pas assez bon pour qu'on le laisse sans sensualité. Donc, malheureusement, on va y réinstaller. C'est sûr, le moins possible, on installe des solutés aux enfants, là, mais là, on n'aura pas le choix à cause des résultats sanguins. Donc, en situation de clinique numéro 4, on a Nadja, 10 ans, qui souffre de leucémie. Elle est hospitalisée depuis 3 semaines afin de recevoir des doses importantes de chimiothérapie. À l'heure du repas, Nadja refuse de s'alimenter car elle se dit très nauséeuse. Ce nouveau constat vous inquiète car Nadja est déjà sous-alimentée. À part la chimiothérapie, ses prescriptions médicales sont les suivantes. Donc, elle a du Zantac, de l'acétaminophène, de la codéine, du Gravol à prendre au besoin. Face à ce nouveau constat, qu'est-ce que vous pourriez rajouter comme directive infirmière au PTI pour aider Nadja à s'alimenter? Qu'est-ce que vous avez écrit? Vous pouvez donner vos réponses dans la messagerie en bas. Donc, vous pouvez jouer sur le Gravol. Si vous décidez de donner du Gravol régulier, quel dosage vous allez de lui donner? Parce que vous avez deux choix dans vos prescriptions. N'oubliez pas toujours d'écrire vos milligrammes. Des fois, c'est ce qui vous manque pour avoir des bonnes réponses. Donc, vous allez donner du Gravol à cet enfant-là, le plus petit dosage que vous pouvez donner pour lui permettre de manger. Donc, du Gravol 25 mg aux 4 à 6 heures, aux 6 heures, même aux 6 heures strictes pour 24 heures. Donc, administrer du Gravol 25 mg aux 4 heures pour 24 heures, ça serait la meilleure réponse que vous ne pourriez pas avoir. Donc, vous pouvez vous permettre de donner ou de mettre une directive comme ça pour cet enfant-là parce que vous avez du Gravol en PRN. Vous ne pouvez pas le faire pendant 7 jours, mais vous pouvez vous permettre de mettre une directive comme ça pour 24 heures. C'est sûr que vous allez toujours réévaluer comme infirmière, mais ça serait la meilleure réponse pour lui permettre de manger. Donc, on continue. La mère de Karine, qui a 1 mois et demi, donc est atteinte d'une bronchiolite, vous dit que sa fille refuse de boire malgré qu'elle semble affamée. Elle prend le sein, évidemment, et après seulement 2 ou 3 tétées, elle le relâche. Pourtant, l'allaitement se passe bien d'habitude. De plus, elle trouve qu'elle respire très vite. Donc, que devez-vous évaluer face à cette situation? Nommez 4 éléments différents. Je peux vous mettre votre tableau blanc.
Des fois, vous avez plusieurs réponses à donner. Donc, vous allez évaluer la respiration. Bravo, parce que c'est la respiration. Il faut jouer là-dessus, hein. Je vous ai tout à dit. Les enfants, là, bronchiolite, respiration. Donc, il faut toujours parler de la fréquence respiratoire ou l'évaluation du tirage. C'est une bonne réponse. L'état respiratoire, donc le tirage intercostal, la cyanose péribuccale. Vérifiez s'il y a la présence de sécrétion nasale. Donc, ça se peut bien que parce que cet enfant-là a le nez bouché, qu'elle ne soit pas capable de boire parce qu'elle a le nez bouché. Donc, les signes vitaux, évaluer la saturation et la fréquence respiratoire, présence de sécrétion nasale, donc la quantité, qu'est-ce qu'il y a, et la coloration, faire une évaluation de l'état respiratoire, donc présence de tirage intercostal, la cyanose péribuccale, et faire une auscultation pulmonaire, présence de tirage de râle. Donc, vraiment, la saturation, oui, vous avez des bonnes réponses. Pour ceux qui ont répondu, situation des muscles, c'est quoi? Battement des ailes du nez. S'il y a des allergies, ça, c'est les vieilles réponses de tantôt, là. Je vais effacer ça, c'est pas bon. Donc, voilà. Donc, évaluer la respiration. Question 12. Quelle intervention devez-vous effectuer afin de l'aider à mieux s'alimenter? Ben oui, vous allez mettre de l'eau saline dans le nez du bébé pour dégager le nez pour permettre au bébé de boire. C'était B la bonne réponse. Voilà. 3 jours après son accouchement, on a Madame Amadou et son bébé ont obtenu leur congé. Vous donnez plusieurs informations sur les services offerts en CLSC. Elle se demande à quel âge elle devrait faire vacciner son bébé. Sa sœur lui a dit qu'un bébé prématuré devrait recevoir son vaccin plus tard. Qu'est-ce que vous avez répondu? C'est faux. Effectivement, le bébé à 2 mois de vie doit commencer à recevoir son vaccin. Vous ne pouvez pas mettre 3 ou 6 mois ou approximativement ou des à peu près. Le bébé à 2 mois de vie doit recevoir ses vaccins, commencer à recevoir ses vaccins à partir de 2 mois de vie. Extra-utérine, qu'il soit prématuré ou pas. Ça va? 2 mois de vie extra-utérine. C'est le début de la vaccination. Madame Rivard, qui est la situation clinique numéro 7, refuse que l'on donne le rappel du vaccin RRO à son bébé. Elle vous dit, je fais mes recherches et ce vaccin n'est pas sécuritaire. Ils disent même que ça peut donner l'autisme à mon garçon. De toute façon, il a déjà reçu une dose à 1 an et il n'y en a pas besoin d'un autre. Qu'est-ce que vous allez répondre? Ça, c'est des grosses réponses, hein? En fait, ce que vous devez répondre, c'est que le vaccin n'est pas là pour donner des maladies. Le vaccin est prouvé que ça va protéger la population. Ça va protéger son enfant pour la rougeole, rubéole et rayons. Puis pour que le vaccin soit vraiment performant, il faut vraiment donner les rappels. Donc, il est prouvé scientifiquement que le vaccin ne cause pas l'autisme. De plus, une seule dose n'est pas suffisante pour lui procurer une immunité contre la maladie. Et c'est une bonne réponse. Merci, Catherine. Situation clinique numéro 8. Votre patient, Alexandre, qui a 4 ans, est en post-opératoire suite à une chirurgie pour une amygdalectomie et adénoïdectomie. Ses signes vitaux sont stables. Il est bien éveillé, mange bien. Sa douleur est bien tolérée avec codéine, PRN. Il aura son congé sous peu. Outre l'administration de médicaments, quels conseils donnez-vous à la mère afin de bien soulager la douleur à la maison? Oui. Boire des liquides frais, que ce soit froid. La crème glacée. Mettre un collier de glace, c'est bon. C'est sûr que c'est moins efficace que prendre directement une boisson froide, là.
mais offrir des choses froides, glacées, en petite quantité. Hein, c'est sûr qu'on il y a des affaires qui vont en profiter pour manger beaucoup de crème glacée. Donc, des popsicles, des liquides froids. Donc, ça va aider à diminuer l'inflammation. Là, je sais pas. On continue. 1 heure plus tard, lors de la visite, vous remarquez qu'Alexandre Naval, souvent, vous demandez à sa mère, qui dit qu'il le fait continuellement depuis environ 20 minutes. Quel problème soupçonnez-vous? Qu'est-ce que vous avez écrit? Choisissez une seule bonne réponse. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Il vient de se faire opérer. C'est quoi les risques? Les plus importants? L'ablation d'amygdalectomie, c'est vraiment l'hémorragie. Donc, vous pouvez soupçonner qu'il fait une hémorragie. C'est la bonne réponse. Donc, vous pensez qu'il fait une hémorragie. Qu'est-ce que vous allez faire pour confirmer votre hypothèse? La question 17. Vous allez regarder dans sa bouche. Effectivement, c'est. Vous allez regarder dans sa bouche si vous voyez des saignements. Donc, examen visuel. Vous allez pouvoir le voir. Examinez sa bouche. Bon, d'où on est déjà terminé. C'est vrai que l'atelier numéro 11 était quand même assez long. Donc, on a passé quand même assez rapidement l'atelier numéro 12, mon dos déjà. Donc, j'étais partie pour en faire encore un bout. Mais je vous dirais que l'atelier de pédiatrie là, est un petit peu moins long que l'atelier de périnatalité. Puis voilà. Ça prend, je pense, 10-15% de l'examen, ça. 10% l'enfant périnatalité. Donc, moi, j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions concernant la pédiatrie ou même la périnatalité. Moi, je reste disponible encore. Là. Sinon, ben, je vous dis bye, tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée. Ce soir, il y a une autre représentation de la plateforme. Le calendrier de vaccination, c'est important que vous sachiez que ça part à 2 mois. 2 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 18 mois, 4 ans, 4e année, secondaire 3, puis après ça, ben, c'est des adultes. Je dirais que la vaccination de base, c'est important que vous la connaissiez pas mal. Le pourcentage des autres matières à l'examen, je vous dirais que moi, je le connais presque par cœur. Là. Je fais ça, comment bien répondre aux questions de l'ordre des infirmières. Si tu regardes dans ton guide d'études, Gabriel, au tout début, ils le disent, le pourcentage. Quoi étudier médecine, chirurgie, je crois que c'est 40%. Psychiatrie, c'est à peu près 10 à 15-20%. Mais comme les étudiants me disent souvent, c'est vraiment c'est que quand tu es en chirurgie, tu peux avoir à expliquer quelque chose ou ton patient peut te dire qu'il est anxieux. Donc, tu as beaucoup de questions psychiatriques aussi en même temps. Mais des problèmes de psychiatrie comme la dépression, ça équivaut à 10 à 15%, mais au début, ils sont tous bien écrits et bien répartis. C'est quoi tu dois étudier. Mais la pédiatrie et la périnatalité, c'est pas les principaux. Mais s'il te manque 10% puis que tu es bonne en pédiatrie, ben ça va donner un coup de pouce pour passer ton examen. Ça va? Il faut connaître les normalités de la PA pédiatrique selon les âges. Tu veux dire PA, c'est calendrier vaccinal? La PA, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la PA? Ben oui, faut que tu les connaisses. Si je te demande si c'est normal qu'un enfant respire à 28 à l'âge de 8 mois, est-ce que tu vas me dire oui, Laurentine? Est-ce que c'est normal qu'un enfant de 6 mois respire à 28 par minute? Pression artérielle, c'est très, très rare qu'on prenne la pression artérielle chez les enfants en bas de 4 ans, à moins que le médecin le demande. Mais moi, je te conseille vraiment de connaître. Parce qu'un enfant, si un enfant de 2 ans qui fait une pression à 100 sur 60, c'est une hypertension pour cet enfant-là. Tandis que pour un enfant de 14 ans, c'est une pression qui pourrait être normale.
Au moins tes barèmes de base, je te conseille de le savoir. Ouais. La saturation, ça change pas. C'est pareil pour tout le monde. La saturation, ça change pas. Ça va? Donc, je vous laisse tous partir. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, par chez nous, il fait beau. Si vous voulez revenir ce soir, vous allez bienvenue. C'est à partir de 18h30. Comme d'habitude, je vais mettre le corrigé sur Facebook par la suite. Donc, merci tout le monde. Bye bye.